Oui, alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous assistons, après plusieurs décennies de domination de ce qu'on appelle le juif de gauche, hein, c'est-à-dire, on va dire, les deux figures marquantes étant pour le côté plus populaire, jeune, étudiant, c'était Cohn-Bendit, Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. et pour le côté bourgeois, adulte, c'était Bernard-Henri Lévy. Ce serait un déferlement de xénophobie, de tribalisme ou de racisme, comme on voit dans un certain nombre de pays de l'Est, et comme on voit même en France. Bonne sortie, ce serait la démocratie, le libéralisme, une vraie culture, cosmopolitisme. Voilà. Moi, je suis un écrivain cosmopolite. Les gens, le peuple français est épuisé de la domination de ces deux Gugus, hein, qui ont amené à toute la catastrophe aujourd'hui de la repentance permanente, de l'immigration incontrôlée et de la destruction en fait de la France, du respect de la France, de ses valeurs fondamentales dont je parlais tout à l'heure en citant Mitterrand. Et la communauté toute puissante, pareil, hein, c'est pas du complotisme, hein, ça s'appelle le CRIF, pour garder la main est obligée de produire elle-même l'opposition et la proposition alternative correspondant à cette lassitude qui va finir par basculer dans la colère. Et cette proposition alternative, hein, ce principe d'alternance fonctionnelle, hein, s'appelle effectivement Zemmour. Hein. Donc Zemmour est là pour ça, hein, pour nous proposer cette solution alternative qui permet effectivement la continuité. Mais, pour pouvoir continuer à dominer, la communauté est obligée de faire une concession fondamentale, c'est-à-dire de s'appuyer sur la droite, et je dirais la droite dure, contre effectivement ce sur quoi elle s'appuyait avant, c'est-à-dire l'immigré musulman. En vérité, ce que je crois, c'est que tout est djihad. Le vol, le viol, le trafic de drogue, le terrorisme. Faire mal de toutes les manières possibles aux infidèles, c'est une tradition islamique. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on appelait ça les barbaresques. C'est les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a une tradition culturelle et par l'intermédiaire de la religion. Et quand vous dites ce n'est pas un principe géographique, ce n'est pas sa géographie qui a déterminé l'individu, et c'est l'individu qui a déterminé son comportement, eh bien moi je crois que vous vous trompez. Et je pense qu'au contraire, c'est la géographie, parce que la géographie a entraîné une sociologie avec l'immigration qui est venue depuis 40 ans, favorisée par vos amis de gauche, mais pas seulement, je vous l'accorde volontiers, que la droite en a fait beaucoup pour cela aussi, qui a créé ce terreau islamique. Parce qu'aujourd'hui, elle a déclaré la guerre à l'immigré musulman qu'elle avait fait rentrer à toute force et qu'elle avait bien dit à cet immigré musulman qui devait cracher sur la France chrétienne et surtout qui devait être musulman selon les préceptes qataris et saoudiens, c'est-à-dire takfirites. Hein, ils ont mis tout ça en place méthodiquement et suivant toujours la même technique, hein, du diviser pour régner et de la domination par le pourrissement. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont obligés, par le principe d'alternance fonctionnelle, de s'adresser plutôt à la droite patriote en la flattant, et ce qui se traduit concrètement par la réhabilitation de Pétain. Et ça, c'est assez drôle de voir qu'aujourd'hui, Zemmour explique à ses corélégionnaires, il l'avait fait d'ailleurs à la grande synagogue de la Victoire, pour ceux qui se rappellent de sa prestation, en disant « si on veut pouvoir se payer les musulmans qu'on a fait rentrer par millions en France, il va falloir s'appuyer sur la droite qui a été humiliée, insultée et emmerdée par ces mêmes musulmans qu'on avait dressés contre eux, et pour ça, il faut qu'on leur redonne un peu de Pétain. » Je parle de Vichy, je parle de la préférence nationale, pour légitimer la préférence nationale aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que je le fais? C'est pas moi qui ai commencé à le faire. C'est pas moi qui ai défilé en pyjama rayé à la gare de Lyon de Saint-Lazare du Nord quand on renvoyait 10 migrants clandestins. Ce n'est pas moi, monsieur le rapporteur. C'est la gauche bien pensante. Ce sont eux qui se sont servis de Vichy et qui se sont servis de l'opprobre sur Vichy et qui ont instrumentalisé les morts juifs de 1942 pour empêcher le gouvernement français d'expulser des immigrés venus des pays arabes et africains. Et aujourd'hui, on voit Éric Zemmour face à Bauer qui a en charge la sécurité de la France, c'est-à-dire l'ensauvagement de la France et le terrorisme sous faux drapeau de la France. Hein. On voit que derrière chaque dirigeant soi-disant français, les postes sont doublés par des juifs communautaires, hein, que ce soit Koller, Bauer, vous pouvez regarder pareil derrière Hidalgo pour la mairie de Paris. Enfin, on est sur du shadow cabinet
Et on est sur une France qui correspond exactement à ce que Disraeli disait de l'Angleterre victorienne à son époque. Hein, voilà. Vous verrez que tout ça n'est pas du complotisme délirant. Il suffit de faire le boulot et vous trouvez tout. Alors, ce qui est assez drôle, effectivement, pour reprendre mon fil, c'est qu'aujourd'hui, Zemmour, pour pouvoir accrocher les wagons, on va dire, des nationaux sionistes, est obligé de réhabiliter Pétain, ce qui prouve quand même une forme de fragilisation de la communauté, parce que ça ne va pas être très agréable pour la communauté de réhabiliter Pétain pour pouvoir effectivement avoir des alliés nationaux sionistes dans son changement de stratégie radicale pour le maintien d'une même domination, puisqu'effectivement, Pétain, c'est quand même la révolution nationale, hein, c'est le statut des Juifs sous l'occupation, bien que, il faut le rappeler en s'appuyant sur les travaux de Simon Epstein, que reprend sans vergogne Zemmour, parce que c'est moi qui lui ai fait découvrir, Pétain, effectivement, a protégé les Juifs de France, et que le deal, qui était validé par l'ancêtre du CRIF qui s'appelait l'UGIF, pour ça se référer aux deux livres de Maurice Rafchus sur les Juifs dans la collaboration, le deal qu'avait passé la communauté organisée avec Pétain, c'était « nous protégeons les Juifs français car ce sont des patriotes français qui ont droit à leur liberté de culte, mais en revanche, on va dire les agitateurs politiques, les apatrides, qui sont sur le territoire français et qui sont des ressortissants du Reich », je rappelle, c'était tous ces agitateurs qui fuyaient à la fois Staline et Hitler. Ceux-là, nous les mettons dans des camps. Et je rappelle que ces premiers camps dont Drancy ont été ouverts par la Troisième République. Écoute, des camps de concentration, il y en a eu à toutes les guerres, dans tous les pays. En France, en 1939, avant que la guerre éclate, il y avait 49 camps de concentration. On a d'ailleurs enfourné tous les juifs, le gouvernement de Front Populaire, enfourné tous les juifs là-dedans au début de la guerre. Pétain n'a fait qu'en hériter. Et ensuite, effectivement, nous les rendons à l'occupant, puisqu'effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas français. Donc aujourd'hui, il y a une falsification de l'histoire sur laquelle revient un peu Zemmour, parce que la communauté a intérêt à donner quelques biscuits aux nationaux sionistes. C'est qu'en fait, Pétain a fait son travail de chef d'État français, il a protégé les Français de confession juive. Quant à ceux qui n'étaient pas français, eh ben, ils n'étaient pas français. C'est Pétain qui a sauvé les Juifs. Je vous engage. Pétain a sauvé les Juifs. Mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. S'il n'y avait pas eu les négociations de l'État français, tout ce que vous dites n'aurait pas suffi. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Voilà, donc normalement, le principe de la République française, c'est de protéger les Français, quelle que soit leur religion. Ce n'est pas de mettre les Juifs au-dessus de toute considération nationale. Hein. Et c'est quand même à ça qu'on est arrivé progressivement, c'est de reprocher à la France la persécution de gens qui n'étaient pas de ses concitoyens, hein, voilà, et surtout d'une France qui était occupée et qui avait subi la défaite. Voilà. Donc aujourd'hui, pour des raisons stratégiques de domination, Zemmour est envoyé, je le dis bien, est envoyé par la communauté, hein, c'est pas un franc-tireur, parce que s'il n'était pas habilité par la communauté, il se ferait massacrer pour ça. Hein. Donc c'est-à-dire que la communauté lâche un peu sur Pétain, en rappelant que Pétain a sauvé les Français de confession juive. Hein, il lâche un peu sur Pétain parce que pour aujourd'hui arrimer à la domination les nationaux sionistes, c'est-à-dire la vieille bourgeoisie française de droite, pour pouvoir se payer effectivement les immigrés musulmans qui ont été, après avoir été des alliés dans la domination, sont devenus des boucs émissaires. Effectivement, la domination triangulaire ne peut pas se permettre de sacrifier deux angles du triangle en même temps. Vous voyez, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on assiste à cette bascule qui est là qu'incarne Zemmour, hein, en tant que stratège de la communauté, quelles que soient ses convictions individuelles par ailleurs, dont on se fout. Moi, quand je parle d'être collectif et de communauté, c'est comme, pour prendre un exemple, si vous me dites que tel officier nazi était un bon père de famille et même un honnête homme et un guerrier respectueux des droits de la guerre, moi, ma question, c'est de combattre le nazisme. Hein. Voilà, c'est de combattre la SS. C'est pas de savoir si un individu pas dans ce groupe-là était un type bien ou pas. Vous voyez, donc c'est pareil. Donc ce qu'est Zemmour individuellement, c'est pas du tout le problème, c'est de savoir à quoi il sert collectivement. Et collectivement, il sert exactement à ce que je viens de vous dire. Et en ce moment, ce changement de stratégie radicale exige, pour le maintien de la domination, qu'une réhabilitation partielle de Pétain, et donc à travers Pétain, de la nation française. Hein, voilà. C'est assez amusant de voir que dans une partie d'échecs, à certains moments, des gens qui veulent gagner la partie sont obligés de sacrifier les grosses pièces. Voilà. Bonjour.
le livre de Marcel Rapchus que vous avez vu, c'est le livre qui a soi-disant été volé à Jean Romain par Alain Soral. Bon, après c'est querelle dissidente, hein. Voilà, donc 208 jours de détention pour Hervé Ryssen, hein, depuis le 18 septembre 2020, donc on rappelle encore une fois, hein, Éric Fiorile, Rémy et Annie Vernet. Voilà, donc des petites précisions quand même sur ce qui vient d'être dit sur cette vidéo concernant Éric Zemmour et son rôle trouble. D'ailleurs, Éric Zemmour, il roule pour le mondialisme. Hein. Ça, Soral vous le dit pas. Il dit oui. Pour ce qui est de la domination très régulière, voilà, il est de bonne tactique de remettre à jour, de remettre en valeur la nation à travers le personnage de Zemmour. Non, c'est là encore, c'est vraiment un langage trompeur. Bon, mais il vous donne certainement qu'une partie de la vérité pour l'instant, puis il vous gardera l'autre partie après. S'il le fait, hein, parce que bon, après, il y a sa propre stratégie aussi, hein, Soral. Donc 0 minute 45. Donc le BHL, il n'est pas libéral du tout, hein. C'est un disciple d'Althusser, hein, qui est un marxiste passé du stalinisme au maoïsme, hein, sans compter l'affaire avec sa femme. Vous avez vérifié. Et 6045, c'était pas une majorité, c'était une majorité Front Populaire, hein, en 39, mais c'était pas le gouvernement Front Populaire, c'est le gouvernement d'Edouard Daladier, un radical qui avait repris les choses en main, qui avait remis les Français au travail de façon brutale. Voilà. Bon, sinon, bon, on a que des bonnes nouvelles, hein. Depuis 8 jours, la France vit un semi-troisième confinement qu'il faut pas vraiment appeler confinement, mais que les médias appellent confinement sans qu'on dise vraiment que c'est un confinement, mais c'est une zone de sécurité sanitaire de 10 km pour tous et autorisation de sortie de 6h à 19h. C'est quand même bien, hein, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, donc dans le même temps, M. Macron qui prend soin des résidents du territoire français depuis un an, mais vraiment plein de sollicitudes. Hein, il lance une grande enquête sur les discriminations, notamment dans les transports. Voilà, donc dans les transports, là en l'occurrence, c'est dans la zone de sécurité sanitaire des 10 km. Hein, voilà. Donc les gens qui le veulent peuvent se plaindre, voilà. Encore une fois. Hein. Dans le même temps, donc, il va dissoudre l'ENA pour créer une école largement ouverte aux victimes des discriminations. Des gens d'un recrutement beaucoup plus international, voilà. Donc, pour mener à bien le projet, hein, qui consiste non seulement à veiller à votre santé, hein, à tout prix, mais aussi à vous créer donc une grande réserve écologique et à faire de la France un pays vert, hospitalier, hôtelier, voilà. Et rêvons un peu avec pour capitale la ville des villes, hein, la ville des trois monothéismes, bien que le projet soit quand même matérialiste, pagano-panthéiste, mais bon, nous on ne peut pas prétendre, hein, c'est vrai qu'on a des élites pour ça, pour comprendre notre place, donc on s'appuie momentanément sur certaines factions des trois religions pour servir un projet qui n'est pas du tout monothéiste. Bon, peu importe, c'est l'utopie qu'on nous propose, voilà, et donc on va avoir une nouvelle élite qui sera beaucoup mieux que l'élite cocardière, parce qu'ils sont en train de se lâcher les uns les autres, c'est un peu lamentable. Notamment, oui, BHL a raison, cette élite n'est pas à la hauteur. Voilà, notamment cette élite qui s'est fait un peu trop souvent surprendre à bas frais, assez frais, hein. Sauf quand il s'agit des ministres et des magistrats. Bon, là, c'est au vôtre, hein, forcément, hein, parce que bon, la République et l'égalité, ça se paie quand même. Hein. N'oubliez pas tout ce que ces gens font pour vous, hein. Surtout en ce moment, voilà. Donc,
Alors, une petite proposition, hein, si vous voulez que les réseaux sociaux soient d'une quelconque utilité, vous pouvez soutenir les épaves chalensoniennes, voilà, contre leurs congénères qui se sont pas encore fait prendre, mais ils ont bien lâché par contre, pour 2 raisons. Premièrement, pour le droit à chacun à une digestion paisible, hein, parce que bon, c'est pas agréable de débarquer à la marechaussée, de se prendre des amendes parce qu'on est en train de manger, quoi. On est en train de manger, qu'on se prend un droit bah, que les gens n'ont pas forcément tous, mais bon, c'est pas une raison pour gêner la digestion des gens. Voilà, de ces gens-là en tout cas. Et surtout parce que ça peut être très drôle à écouter, hein, surtout leur justification, parce que vous avez quand même... Si c'était cool, franchement, on s'en souviendra très longtemps, parce que vous avez quand même une phrase qui va passer à la postérité, c'est devenu un axiome indépassable. Je ne porterai pas le bouc émissaire. Voilà. Merci. Je pense que vous, comme moi, avez vu effectivement les images de Zemmour marchant avec des sacs et se faisant apostropher par on va dire une racaille, hein, parce qu'il avait le ton insulté et légèrement menacé. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Le politique, les médias nous présentent ça comme l'ignoble agression d'un Français de souche par un islamo-racaille. C'est islamo-racaille, puisqu'il emploie lui-même le mot. Alors déjà, je vais rappeler que islamo-racaille, c'est un terme que j'ai inventé, hein, ça fait partie de mes catégories de comprendre l'Empire, et ça serait bien, puisque Zemmour l'a repris, que de temps en temps, il cite ses sources, parce que ça fait quand même des années qu'il me pique des trucs sans jamais me citer, même s'il aime bien échanger avec moi en privé, voilà. Alors, déjà, bon, vous savez que c'est pas mon genre de faire de la provocation, mais parfois c'est pédagogiquement utile. Il ne s'agit pas de l'agression d'un Français de souche par une ignoble racaille. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une algarade entre deux bougnoules. Hein. Je rappelle, puisque nous avons là, en l'occurrence, 2 Maghrébins, l'un qui est devenu français par le décret Crémieux-Zemmour, et l'autre qui est devenu français par le regroupement familial, dont j'ai oublié le nom, mais qui ne mérite pas de passer à la postérité. Quand Zemmour nous présente ça comme une énième agression de Français de souche par la racaille, il n'a pas tort, c'est qu'effectivement ça fait des années, on va dire depuis les années Mitterrand, hein, depuis SOS Racisme, que des Français se font bolosser par des racailles sans que jamais ni les médias ni le pouvoir politique ne s'en choquent ou même ne compatissent, et même je dirais au contraire, puisque l'homme politique qui a défendu les Français de souche face au bolossage qu'ils subissaient de la part des racailles de banlieue, c'était Jean-Marie Le Pen, et on voit que même encore aujourd'hui, il se retrouve au tribunal chaque fois qu'il ose prendre de façon cohérente la défense des Français de souche à ce sujet. Par ailleurs, des Français de souche agressés par la racaille, moi je peux en parler, puisque j'en ai été victime. Là il s'agit d'un autre type de racaille, quoi, finalement ils sont de même origine, hein. C'est quand même des sémites circoncis dans les 2 cas, mais moi c'était des agressions de la LDJ, il y en a eu plusieurs, elles ont été bien plus graves que ce qu'a subi Zemmour, quelques insultes et peut-être un crachat je crois, peut-être un petit doigt qu'on n'ira pas vérifier, et moi je rappelle que ces agressions bien plus graves avec des blessés en nombre, et j'en ai eu une fois 35 personnes, une autre fois une dizaine, une troisième fois 6, ont été systématiquement classées sans suite. Il a même été prétendu que j'avais organisé moi-même une des agressions, alors que quelques années après, l'organisateur juif de cette agression s'en est vanté dans un livre. J'avais même d'ailleurs dit à mon avocat qu'on pourrait peut-être se donner la peine de reporter plainte, cette fois pour tentative d'homicide, puisque je rappelle que dans l'histoire, ce genre d'agression a provoqué la mort de personnes, hein, notamment une vieille dame dans un hommage à Saint-Loup, où il y avait eu un commando, il l'avait tué, et d'ailleurs il y avait un journaliste de Libé qui avait suivi l'agression, et qui en avait rendu compte, comme si c'était un truc intéressant et sympathique, dans le journal Libération. Donc pour vous dire que les agressions de racaille, c'est quand même à 2 vitesses selon qui agresse et qui est agressé. Pour enfoncer les clous, je rappelle qu'il y a une racaille qui se permet d'agresser systématiquement des Français de souche comme moi qui défendent les Français de souche. Il s'appelle Grégory Chély, dit Hulcan,
Il a causé lui aussi la mort d'un homme. Je crois qu'il vit réfugié aujourd'hui en Israël. L'État français n'arrive pas à obtenir son extradition. Et on pourra, si on met un peu de post-production, rappeler qu'il s'en est même pris à la tante aveugle de mon ex-femme. Je me permets de vous appeler parce que votre fille Maëlys a été amenée aux urgences. Maëlys ? Oui, Maëlys, oui. Oh, écoutez, en plus je suis malvoyante, donc je ne peux pas... Oh là là, mon Dieu. Oh bah, si c'est ça, dans ce cas-là, débranchez Maëlys, hein. La tante ne veut pas collaborer, on va la débrancher, hein. Moi, je n'ai... Attendez. Vous savez s'il y a une place à la fosse commune pour voir s'il y a de la place pour Maëlys également? Oh, écoutez, ne me parlez pas d'une chose pareille. Salope, ta gueule, la belle, je te pose une question. On remettra la dimension ignoble de ces agressions, à côté de laquelle l'agression de ce petit maghrébin et de la petite bière. Hein. Alors il n'est pas question non plus d'absoudre ce petit maghrébin, sans doute français, je ne sais pas, français par le regroupement familial. Il a bien été arrogant, agressif, vulgaire et surtout lâche. Et c'est ça qui est le vrai problème, parce que là on a vu quand même dans cette algarade la convergence de deux lâchetés. Hein. La lâcheté de Zemmour qui, au lieu de poser ses paquets en 1 contre 1 et de se défendre d'une manière ou d'une autre, a poulopé le dos voûté, on aurait dit, ça pensait à des vieilles images, effectivement, on aurait dit qu'il fuyait l'Égypte ou la Pologne, hein, on ne sentait pas la filiation vers Saint-Gétorix, hein, on était sur un autre registre. Quant à l'autre, comme je l'annonçais d'ailleurs assez vite, il a fait échouva dès le lendemain, on avait bien typiquement la racaille à grande gueule, agressive et con, et en plus d'une lâcheté incroyable dès que le niveau monte. J'ai mal agi, j'aurais pas dû agir de cette façon, j'ai pu le blesser, et choquer beaucoup de monde, et je regrette vraiment mon geste. Pour enfoncer le clou, quand on nous présente ça comme l'agression d'un Français de souche par un musulman, d'un côté il n'y a pas un Français de souche, hein, il y a Éric Zemmour, pas Français de souche, et de l'autre côté c'est pas un musulman ou un très mauvais musulman, c'est une racaille. Et là je le dis, c'est pas un enfant de l'islam, c'est un enfant des SOS Racisme. Donc cette arrogance, cette mauvaise éducation, il la doit à un autre corélégionnaire de Zemmour, monsieur Julien Drey, qui lui aussi, je crois, doit être français plus ou moins par le décret Crémieux. Nous pensons qu'il y a aujourd'hui un climat de haine et de violence qui s'est installé, et nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui que partout, la jeunesse française soit à côté de toutes les communautés pour exprimer sa haine du racisme. Alors maintenant, sur le pourquoi de l'agressivité de ce jeune homme, effectivement, il semble reprocher à ce qu'on peut appeler son cousin, parce que ils s'appellent cousins entre eux, par ses sorties médiatiques multiples, d'appeler à la ratonnade et donc de mettre en danger ce cousin qui s'en plaint. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi, un nettoyage. À faire du nettoyage. Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que Zemmour, pratiquement à chacune de ses prestations, pousse à la guerre civile et la ratonnade des Français d'origine maghrébine et peut-être de confession musulmane, ça pose pas problème, mais qu'à un moment donné, ils se prennent un petit retour de bâton dans la gueule qui est quand même assez insignifiant. Là, on assiste à une affaire d'État et à ce qu'on doit bien qualifier de crime de lèse-majesté, ce qu'il faudra bien conclure. Hein. Voilà, c'est qu'il y a des gens qu'on peut bolosser sans problème, des gens qu'on peut insulter sans problème, que ce soit des Français de souche d'ailleurs ou des Français d'origine immigrée, et il y a des gens en France qui sont totalement intouchables, un peu comme des aristocrates d'Ancien Régime. On rappellera l'agression à peu près comparable qu'avait subi Finkielkraut, hein, qui se comporte à peu près de la même façon, et là, effectivement, ça fait vraiment penser à l'Ancien Régime, c'est-à-dire que ce qui se passe quand un roturier ose s'en prendre à un aristocrate, à part que là, on n'est pas face à une noblesse, mais plutôt, je dirais, une aristocratie inversée, que je pourrais qualifier d'ignoble. Hein. Je ne creuserai pas plus, mais c'est assez facile de comprendre. Ce qui est déplorable dans cette affaire, parce que sinon c'est une affaire insignifiante, c'est la réaction de l'État français. La question qu'on se pose, c'est le président de la République a rien d'autre à foutre que d'appeler pendant 45 minutes Éric Zemmour parce qu'il y a un mec qui l'a vaguement insulté dans la rue. Il m'a d'abord tout simplement demander comment ça allait, quoi, tout bêtement. Et puis la discussion s'est engagée et en fait, on s'est rendu compte que nos désaccords étaient profonds et qu'il fallait un peu de temps pour les élucider. Donc nous avons parlé longtemps. Je veux dire, là, il y a un vrai problème de 2 poids 2 mesures et je rappelle que c'est ça sans doute qui agace le plus les Français. Hein. C'est le 2 poids 2 mesures qui ne correspond pas à notre devise liberté, égalité, fraternité. Hein, là, il n'y a pas d'égalité de traitement du tout. Alors là, je vois aussi pour les défenses de Zemmour que je n'attaque pas. Moi, je fais un constat sociologique. Alors on me dira que d'un côté, il y a un Français bien intégré, bien élevé qui est Zemmour,
et que de l'autre côté, bon, bah, y a une racaille. Quand on creuse un peu, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, je ferai remarquer que Zemmour, qu'on présente comme un patriote, n'est jamais qu'un fauteur de guerre dans la continuité de Bernard-Henri Lévy, à part que Bernard-Henri Lévy était un fauteur de guerre international, hein, je rappelle, Yougoslavie, Syrie, Libye, Ukraine, alors que Zemmour, lui, est un fauteur de guerre civile, c'est-à-dire que c'est un palier plus grave, mais on reste toujours dans ces catégories typiques, parce que je rappelle, c'est quand même les deux figures typiques du juif, tel que le conçoit l'histoire, hein. L'escroc ou l'usurier, hein, le vendeur de pantalons à une jambe, Madoff, et le fauteur de guerre. Il suffit de se plonger un peu dans l'histoire, de la fortune des Rothschild à l'époque napoléonienne, ou du rôle des Warburg ou des Baruch dans le financement de la Première Guerre mondiale. Avec Zemmour, on est bien quand même dans la tradition du juif fauteur de guerre. Quand je vous parle de guerre de civilisation, c'est parce que je pense qu'il y a des temporalités différentes. Il y a des gens qui viennent d'autres contrées et qui sont représentants d'autres temporalités, qui ne veulent pas accepter notre système. Et donc il y a un choc entre des gens qui viennent d'une société hyper violente et des gens qui vivent, nous, dans une société hyper pacifiée. Fauteurs de guerre civile, on rappelle de guerre qu'ils ne font pas. Hein. Ceux qui vont mourir à la guerre à cause de la déstabilisation de la Libye par Bernard-Henri Lévy, vous regardez les noms qui apparaissent au journal télévisé, c'est à chaque fois là du vrai français de souche. On dirait, je vous dis, quand on voit la liste des morts, un générique québécois. Alors pareil, on dira donc d'un côté Zemmour patriote, non, parce qu'un fauteur de guerre civile n'est pas un patriote, et de l'autre côté, un petit parasite. Alors sans doute que c'est un petit parasite qui mérite la remigration, et là-dessus je suis très clair. Dans le temps, il y avait la double peine, hein, et puis je pense qu'on peut même pousser jusqu'à la remigration. Mais après sur le côté bon français d'un côté, parasite de l'autre, je rappelle que Zemmour est un journaliste du Figaro qui n'a jamais rien apporté à l'appareil productif, hein, il vit grassement sur le dos de la communauté sans rien produire au sens marxiste du terme, à part de la tension, on va dire de la tension sociale et du demi-mensonge, parce qu'il ne va jamais jusqu'au bout de ses analyses. Quand il nous parle des racailles, c'est très bien, mais il faut qu'il nous dise d'où elles viennent, hein. Et je vous dis là, malheureusement, il est obligé de se tourner vers des gens de sa propre communauté. Hein. On rappellera Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, ceux qui ont créé et instrumentalisé via SOS Racisme toute la racaille qu'on subit aujourd'hui, malgré l'effort qu'a fait Jean-Marie Le Pen pour nous défendre et nous prévenir. Alors que de l'autre côté, cette petite racaille est sans doute le fils, lui, d'un travailleur immigré qui est venu en France, souvent d'ailleurs de force, pour participer à l'appareil productif à l'époque des 30 Glorieuses, dans des travaux mal payés et pénibles que souvent les Zemmour ne voulaient pas faire. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que quand on creuse un peu, on n'arrive pas du tout à la conclusion d'un français de souche une fois de plus agressé par une ignoble racaille, d'un patriote agressé par un parasite, mais finalement de quelque chose qui reflète bien la catastrophe française actuelle, et je pense moi que si on veut s'en sortir, il faudra se débarrasser, gentiment bien évidemment, remigration, il y en a un, il retournera à son pays d'origine, et l'autre, il retournera au pays de son cœur, parce que je vois que maintenant Zemmour est relayé directement par Netanyahou. Ce qu'on a fait tout de suite en Israël, c'est que l'armée a bloqué des hôtels, on a testé. Test et traçage. Et alors le traçage, le Mossad, là, j'ai lu ça. Alors le traçage vient du Shin Bet, plus exactement la sécurité intérieure, qui avait ce système pour tracer tout le monde. Il y en a un, il va retourner au Maghreb, je pense que c'est peut-être l'Algérie, il me semble, et puis l'autre, il ira en Israël, et je pense que quand ça se passera comme ça ira beaucoup mieux pour la France, les patriotes et les Français de souche que moi, je représente légitimement. Amen. Avoir correspondu régulièrement. Dieudonné, Alain Sorin, Jean-Marie Le Pen, Carlos ou Dieu. Le Pen. Non, Sorin. Oui. Première pause. Alors, visiblement, Golnadel avait la réponse. Hein. Je fais remarquer là que quand on va sur le site de Golnadel qui s'appelle La France Libre, où il prétend libérer la France, on ne sait pas trop de quoi d'ailleurs, aujourd'hui avec André Berkoff, hein, c'est une espèce d'alliance assez étrange puisque nous avons un sionisme d'origine ashkénaze avec
quelqu'un qui est d'origine libanaise, hein, mais qui maintenant se présente comme juif, alors qu'avant il se présentait comme libanais, qui est d'ailleurs, comment il s'appelle, Berkoff est mon premier éditeur, c'est lui qui m'avait édité les mouvements d'expliquer aux parents, donc c'est un ancien copain. Quant à Golnadel, quand j'avais sorti mon livre Jusqu'où va-t-on descendre, j'avais été invité par Patrick Buisson, qui à l'époque travaillait sur LCI. Il avait passé des mois à essayer de me recruter en tant que, on va dire, Zemmour-Goy. Hein, voilà. Donc c'est deux personnages que je connais bien, et visiblement Golnadel et Zemmour se connaissent bien, puisque je vois que sur le site La France Libre donc de Golnadel, quand on va sur le site, il propose une réduction de l'abonnement à La France Libre si on achète le bouquin de Zemmour. Enfin, donc je dirais il y a congruence entre les deux, hein. Sachant d'ailleurs que Zemmour se présente comme patriote français, alors que Golnadel, j'y reviendrai, est un agent du Likoud, hein, et il est un agent israélien, et même plus précisément de l'extrême droite israélienne. À quelle époque? Quand j'ai écrit le premier sexe, il a prétendu partout que j'avais copié son livre qui est effectivement publié quelques années plus tôt, mais que je n'avais pas lu. Et donc, un journaliste a organisé une rencontre pour débattre. Et au cours du débat, il a bien compris que je n'avais pas lu son livre, que j'ai lu depuis d'ailleurs, qui s'appelait Vers la féminisation. Et du coup, on a discuté et on a continué à correspondre. Est-ce qu'aujourd'hui vous correspondez? Alors, on a continué à correspondre, c'est vrai. Notre rencontre vient du fait, effectivement, que j'avais dit que j'avais écrit le bouquin sur la féminisation de la société bien avant Zemmour. Mais ça a été notre première rencontre. Depuis, on a très souvent échangé par mail. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'effectivement, il ne s'est jamais servi de ces échanges, ni moi non plus. Donc de ce point de vue-là, il respecte une certaine déontologie que d'autres ne respectent pas. En revanche, nos discussions, ça fait très longtemps qu'elles ne portent plus sur cette histoire de féminisation, mais plutôt sur, comment dirais-je, dans la catastrophe dans laquelle est plongée la France de plus en plus chaque jour, les responsabilités des uns et des autres. À chaque fois, je fais remarquer à Zemmour que la question arabo-musulmane est peut-être présente, mais que ce ne sont pas les arabo-musulmans qui sont responsables de la dette, de la logique de la dette, du capitalisme financier qui nous a plongé dans une économie de rigueur qui a des dégâts sociaux terribles. Je lui fais remarquer qu'il n'aborde jamais la question sociale, qu'il ne dit jamais qui sont les responsables de cette organisation de l'immigration, de peuplement, et en plus de l'éducation de ces immigrés dans la haine de la France. Notamment, il ne s'en prend jamais à Julien Drey. Il n'a jamais non plus, comment dirais-je, fait l'apologie de Jean-Marie Le Pen qui disait exactement ce qu'il disait Zemmour aujourd'hui, mais dès 1973, à l'époque où c'était utile de le dire puisque c'était préventif, etc., etc. Et je fais remarquer que chaque fois que j'aborde ces questions, effectivement, de la dette, de Wall Street, du chaos financier, sans même aborder la question d'Israël, il botte toujours en touche. Hein. C'est-à-dire qu'il est incapable de répondre à ces questions. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il est aujourd'hui monomaniaque et qu'il ne parle que du problème, on va dire, arabo-maghrébin, musulman, en confondant un peu tout. Et que c'est ça que je lui reproche, effectivement, c'est de n'aborder que ce sujet. Et d'ailleurs, là-dessus, il continue. Donc il ment un peu quand il ne parle que de l'histoire de la féminisation. On a parlé depuis de bien d'autres choses. Et malheureusement, il n'a jamais été capable de répondre aux questions que je lui pose. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis jamais invité ou qu'il n'a jamais accepté de débattre publiquement avec moi, alors que Nolo l'avait accepté et que je lui avais mis ce qu'on appelle une branlée intellectuelle, politique et idéologique. Et de ce point de vue-là, Zemmour est quand même prudent. Voilà. Avec lui. Mais moi, je discute avec tout le monde. Non, mais vous discutez quand même avec un mec qui dit qu'Hitler n'a pas fait des mauvaises choses, qu'il a fait des autoroutes, qu'il a donné des vacances à tous les Allemands. Ça, c'est la vérité. D'accord. Alors là, c'est marrant, c'est que, je vais rappeler déjà que Hardisson était un copain depuis le début des années 80, pour qui j'ai travaillé pendant des décennies comme journaliste, notamment à Entrevue, qui s'appelait d'abord Interview, et même du temps où il avait repris l'Écho des Savanes. Tous les gens qui connaissent L'Homme en Noir en privé
savent qu'il est révisionniste au départ, très judéo-critique, et que d'ailleurs, à un moment donné, il s'est fait attraper par la patrouille, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va au tapin systématiquement contre moi au Dieudonné. Si vous regardez ses anciennes émissions, il invitait systématiquement des pro-palestiniens, il se mettait systématiquement à essayer de déstabiliser les sionistes, et de ce point de vue-là, était on va dire, un journaliste français assez honorable et qui est par ailleurs, je le dis, un des plus cultivés et un des plus malins. Et sa malignité a toujours consisté, ce qu'a repris un peu Tadei derrière, à faire dire ce qu'il pensait par les autres. Et là, vous remarquerez que même s'il est obligé de m'attaquer, il fait quand même valider par Zemmour le fait qu'Hitler, puisque c'est lui qui amène le sujet, a fait des autoroutes et du social, et qu'il n'a pas fait de mauvaises choses. C'est-à-dire que bien qu'aujourd'hui Ardisson soit un tapin sioniste obligé, pour ne pas perdre tout, en tant que mâle blanc de plus de 50 ans, il est de toute façon sur la sellette, il arrive quand même une fois de plus à refaire faire l'apologie d'Hitler par Zemmour. Hein. C'est-à-dire qu'il a ces vieux mécanismes qui fonctionnent quand même quand il est au tapin. Hein. C'est amusant de le faire remarquer. Je rajouterai en outre que Muriel Cousin l'a récemment un peu menacé de révéler ses amitiés pédophiles et sionistes, et antisionistes, je veux dire, et antisémites, s'il continuait à la faire chier dans le cadre de son engueulade avec Guillon. Voilà. Donc l'homme en noir, qui se présentait à une époque comme monarchiste, les initiés et nos maîtres de la communauté de lumière savent très bien d'où il vient, et ce qu'il pensait, et à quel point aujourd'hui il fait partie de ces soumis qui, à mon avis, sont à peu près les mêmes qui à la faveur de la défaite française en 40, alors qu'ils étaient totalement au tapin, se sont rangés directement derrière le maréchal. Et que je pense que si les mêmes événements se reproduisaient, on les verrait exactement fonctionner de la même façon. Hein. Et donc, nos maîtres ont des alliés, à mon avis, très peu sûrs. Seulement, non, un mec qui est profondément antisémite. Oui, il est profondément antisémite. C'est la pathologie. Non, mais c'est pas ça. Il faut arrêter, Natacha, de psychiatriser tout le monde. Alors moi, Ça, c'est pareil, le meilleur, c'est toujours Zemmour, puisque je ne peux pas y être. Là, on voit bien, effectivement, que ça reparle du livre qui nous a rapprochés, Zemmour et moi, qui est la question de la féminisation. Et moi, ce que j'appelle le psychologisme féminin. On a immédiatement Natacha Polony, je pourrais après parler un peu plus d'elle, qui dit que l'antisémitisme serait psychiatrique, hein, c'est-à-dire c'est du psychologisme. Ça me rappelle Défaite de la civilisation de Freud, qui expliquait la montée du nazisme en Allemagne, en oblitérant la guerre de 14-18, la trahison d'une certaine gauche ashkénaze impliquée dans la défaite, le ralliement d'une certaine bourgeoisie juive à partir de 1916 à l'Amérique et dans le camp de la défaite, plus le traité de Versailles, la crise de 29, la misère absolue, c'est-à-dire toutes les questions, on va dire, économico-sociales de la montée du nazisme, pour ne retenir que la montée du nihilisme. Hein, c'est-à-dire, on voit finalement que Polony est bien dans son rôle de bonne femme, même si elle croit être plus que ça, c'est-à-dire la psychologisation des phénomènes sociaux. Et j'ai bien expliqué que c'est pour ça que le système de domination cooptait de plus en plus des femmes. Effectivement, c'était pour empêcher un peu plus la lecture économico-sociale, donc sérieuse et sérieusement politique de la crise. Donc là, Polony est parfaitement dans son rôle de bonne femme, bien qu'elle se pense plus que ça. Hein. Mais c'est pas Alain Soral est quelqu'un qui idéologiquement est absolument épouvantable, qui à mon avis qui entretient des intelligences avec le Hezbollah. Alors là, c'est marrant, c'est que on sait que Polony, qui est d'origine polonaise, et on connaît le philosémitisme légendaire des Polonais, et qui en plus est souverainiste. Donc on voit très bien comment les souverainistes, qui donc sont attachés à la souveraineté nationale, s'opposent de fait aux mondialistes, et on sait qui sont les mondialistes en chef. Donc on voit qu'elle est pour cette raison en ce moment sur la sellette, alors que le Tchèque, qui a racheté Marianne pour la nommer rédactrice en chef, elle se voit dans le cadre de sa nomination de rédactrice en chef de Marianne soumise à une fronde effectivement de tous les comment dirais-je, on va le dire, les juifs qui avaient progressivement pris le contrôle de Marianne, qui au départ était un magazine insoumis de Jean-François Kahn, hein, les Kopokniki, enfin, je ne vais pas me fatiguer. Donc elle est en ce moment sur la sellette, parce qu'elle subit une opposition, on va dire, sioniste à l'intérieur de Marianne, et cette conne, parce qu'il faut l'appeler comme ça, croit qu'elle va donner le change en me chargeant en tant qu'antisémite. Alors que tout mondialiste, tout sioniste sait très bien qu'un souverainiste, et qui plus est une souverainiste d'origine polonaise, ne peut pas être leur allié très longtemps. Mais elle fait ce truc
bon, à la Hardisson, c'est-à-dire elle va au tapin en me chargeant. Alors ce qui est en plus d'autant plus amusant qu'il se trouve que Natacha Polony est l'ancienne maîtresse de mon ami Stéphane Blais, dont je suis en plus l'éditeur. Stéphane Blais, qui est violemment judéophobe, il l'assume, spécialiste critique de la franc-maçonnerie, les deux sujets sont assez liés, et qui aujourd'hui a subi de telles persécutions du lobby judéo-sioniste français qu'il a été obligé de fuir en Turquie. Il vit aujourd'hui en Turquie, assez proche d'ailleurs d'Erdogan, et je rappelle que c'est un grand pianiste et un grand compositeur, on va dire classique, de niveau mondial. Et il m'avait assuré, lui, puisque Natacha Polony est son ancienne fiancée et maîtresse, que dans leur discussion, elle était attristée de la diabolisation que je subissais, qu'elle trouvait ça ignoble, etc. Et là, on voit bien effectivement toujours le double langage des journalistes et des gens de médias qui souvent me soutiennent en privé ou comprennent parfaitement le rapport de force en privé et qui, dès qu'ils sont en public, me crachent à la gueule pour essayer d'être bien vus de gens qui les soupçonnent de pas être intégralement soumis de par, on va dire, leur position souverainiste ou leurs origines. Hein. Donc, Golnadel prétend que je suis lié au Hezbollah. Oui, j'ai soutenu et je soutiens toujours le Hezbollah. Je diffuse les vidéos de Nasrallah. Je suis même allé rencontrer le Hezbollah en 2006, à l'époque de la guerre, on appelle ça la guerre libano-israélienne. Je rappelle que les Israéliens ont agressé violemment le Liban, dont ils ont finalement, alors qu'ils travaillent à la destruction de ce concurrent libanais depuis 1975. Hein, toutes les souffrances du Liban viennent de la présence et de la proximité d'Israël, puisque le Liban était la Suisse du Moyen-Orient, un pays à la fois bancaire, commerçant, les Libanais étant des Levantins avec un profil historique, une situation assez proche des Juifs, et qui était donc une puissance bancaire, commerçante du Moyen-Orient, qui s'est retrouvée concurrente de la récente Israël. Et Israël, en fomentant la guerre civile depuis les années 75, travaille systématiquement à la destruction du Liban. Le Liban n'a pas d'armée pratiquement, et il se trouve qu'en 2006, c'est le Hezbollah, hein, les milices du Hezbollah, qui ont permis de sauver le Liban de la destruction par Israël et qui ont même pour la première fois dans l'histoire vaincu militairement Tsahal. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis très fier d'être du côté du Hezbollah et très fier de relayer les vidéos de Nasrallah. Je rappelle qu'à l'époque, en 2006, j'avais rencontré le général Aoun, qui était un ancien des phalanges chrétiennes, hein, qui à l'époque était tombé dans le piège de la guerre civile contre les musulmans. Je rappelle à ce niveau-là la responsabilité dramatique des Gemayel, qui, financés par les Israéliens, étaient tombés dans la guerre civile en pensant qu'ils arriveraient à prendre les pleins pouvoirs et à se débarrasser de la communauté musulmane, ce qui avait produit un chaos sans résultat autre que l'effondrement, l'affaiblissement du Liban. Tirant parti de cette expérience, le général Aoun avait tissé des liens très forts avec Nasrallah, donc des liens chrétiens musulmans, hein, maronites, chiites, à tel point qu'aujourd'hui, comment dirais-je, le général Aoun est président du Liban et qu'il travaille la main dans la main avec le Hezbollah, en remerciant le Hezbollah d'avoir sauvé le Liban grâce aux milices chiites, Hezbollah évidemment soutenu par l'Iran. Donc ce qui est marrant, c'est que quand Golnadel m'attaque comme soutien du Hezbollah chiite et même lié à l'Iran, je fais remarquer que si on pose la question aujourd'hui à un Libanais de ce qu'il préfère entre le Hezbollah et Israël, hein, je parle de Libanais chrétiens, de francophones, puisque les Libanais sont les plus francophones de tous les gens du Moyen-Orient, ils vous diront tous qu'effectivement qu'ils préfèrent 100 fois le Hezbollah aux maîtres et aux employeurs de M. Golnadel, qui, je le rappelle, est membre du Likoud, donc un agent de l'extrême droite israélienne qui fout le chaos au Moyen-Orient depuis 1948 et qui nous rapproche d'ailleurs de plus en plus de la guerre mondiale. On le voit avec ce qu'a fait récemment l'armée israélienne en faisant descendre un avion militaire russe avec 20 soldats russes dedans. Hein, voilà. Donc la question, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui Golnadel se sent suffisamment puissant pour, en étant un agent israélien avéré qui aujourd'hui est omniprésent dans les médias, alors qu'il est un agent du Likoud et par ailleurs, je le rappelle, président de Avocats sans frontières, c'est-à-dire qu'il est pour la défense de la frontière sur son site La France Libre, mais par contre, il attaque systématiquement en tant que partie civile les patriotes comme moi avec son association d'avocats, Avocats sans frontières. C'est-à-dire que là, on est bien en plein dans la double éthique. Hein, c'est frontières pour Israël,
simulation de pro-frontiérisme identitaire quand il se mêle de la France pour continuer finalement à la dominer en changeant de fusil d'épaule après 30 ans ou 40 ans de domination insupportable de Bernard-Henri Lévy et de SOS Racisme et de Julien Drey. Et aujourd'hui, il la joue patriote français pour la frontière, mais il reste quand même président de Avocats sans frontières pour faire des procès aux vrais patriotes légitimes comme moi chaque fois qu'il le peut. Hein. Des idées qui a été financée par l'Iran, bien sûr. Et surtout, je pense que... Alors, financé par l'Iran, un bruit a couru un peu par ma faute, puisque j'avais, lors d'un dîner qu'on avait filmé et qui avait été relayé, j'avais dit que la liste antisioniste, on n'aurait pas pu la financer nous-mêmes, puisque c'est les Iraniens qui l'avaient financée à concurrence de 3 millions d'euros. Je m'étais trompé, parce que je suis comme Henri Krasuki, je ne suis pas très bon en économie pratique, je suis meilleur en économie théorique. C'était pas 3 millions d'euros, c'était 300 000 euros, effectivement, ce qui avait coûté la liste antisioniste. Elle n'avait pas été financée directement par l'Iran, mais par le parti antisioniste avec Yahya Gouasmi, qui était sur la liste avec nous, et qui était effectivement comment dirais-je, ouvertement un mouvement chiite pro-iranien. Donc j'avais pas raison de le cacher, c'était sur la table. Mais j'ai toujours fait remarquer par ailleurs que je n'avais jamais reçu un seul centime ou un seul euro, ni un seul shekel, contrairement à d'autres de l'Iran, et que la seule chose que j'avais gagnée de l'Iran pour avoir participé régulièrement à des émissions de radio avec eux, c'est 1 kilo de pistache. Voilà. Je fais remarquer que je suis sous contrôle fiscal permanent depuis cette époque-là, et que si on avait trouvé de l'argent iranien quelque part dans mes comptes personnels ou ceux de mes sociétés, ça se serait su dans les médias, et pas qu'un peu. Donc, que ce soit Golnadel ou Zemmour, ils mentent quand ils disent que j'ai touché de l'argent de l'Iran, c'est faux. Je soutiens l'Iran dans le cadre d'un combat multipolaire, car je pense que c'est l'intérêt de la France, mais je soutiens l'Iran en tant que patriote français. Non seulement j'ai jamais touché un euro de l'Iran, mais j'ai même refusé systématiquement de m'y rendre, alors j'ai été invité 3 ou 4 fois, parce que je trouvais que la situation à l'intérieur de l'Iran n'était pas claire. C'est-à-dire que des gens m'invitaient, d'une tendance qui est celle qui est proche d'Ahmadinejad, mais j'avais par ailleurs l'hostilité, on va dire, de la caste religieuse qui détient l'économie là-bas, qui était plutôt pour un rapprochement avec les États-Unis et qui ne voyait pas d'un bon oeil que je sois invité. Et comme mon invitation n'était pas très claire et que je ne voulais pas être instrumentalisé sans avoir trop de visibilité là-bas, jusqu'à présent on pouvait le faire remarquer, et le remarquer, je ne me suis jamais rendu en Iran. C'est d'ailleurs un des seuls pays où je ne me suis pas rendu, bien que j'y sois invité très régulièrement. Voilà. Donc que ce soit Golnadel ou Zemmour, ils mentent en prétendant que je serais plus ou moins un agent iranien, alors que ce sont des agents israéliens. Pananza vient d'ailleurs de nous faire découvrir que le fils d'Éric Zemmour est actuellement en Israël et qu'on le voit pris en photo, bras dessus avec des soldats de Tsahal. Hein, voilà. Et quant à Golnadel, c'est un agent du Likoud, donc c'est un agent pratiquement officiel de l'extrême droite israélienne. Alain Soral est un type très intelligent, qui a compris qu'il avait un public dans les banlieues. Alors que je sois très intelligent, c'est certain. Je pense même être plus intelligent qu'Éric Zemmour, plus cultivé et d'une autre dimension. Zemmour est un journaliste de droite issu du Figaro, qui a un certain mépris pour la question sociale, et c'est par contre un juif très intelligent qui a compris que pour maintenir la domination de sa communauté sur la France, il fallait en rabattre un peu sur le sionisme, ce qui n'est pas le cas effectivement de Golnadel, qui est beaucoup plus lourdingue, et jouer les patriotes, car les Français sont effectivement excédés par la politique d'immigration qui leur a été imposée, excédés par la voyoucratie issue de l'immigration qui a été élevée dans le mépris de la France par SOS Racisme, et que donc il est très intelligent de me qualifier de très intelligent. Par contre, là où il ment, puisqu'il est également intelligent, c'est qu'il sait très bien que mon public va bien au-delà des banlieues. Je suis effectivement assez respecté en banlieue, puisque je n'attaque pas systématiquement les musulmans et que je ne fais pas l'amalgame entre musulmans du quotidien, travailleurs d'origine immigrée, voyous formés par SOS Racisme, Daesh et Tariq Ramadan, par exemple, c'est-à-dire frères musulmans. Je ne fais pas cet amalgame, donc je suis relativement respecté en banlieue, mais mon public, le public qui me permet de vivre relativement en achetant les livres chez Contre-Culture, c'est le public des patriotes français, essentiellement des blancs issus de la classe moyenne. Hein. Donc Zemmour ment quand il prétend que mon public serait un public de banlieue, pour faire croire derrière en filigrane que lui, son public serait le public des Français de souche. Hein. On va préciser la chose. Et qui gagne beaucoup
avec son discours. Alors déjà que je gagne beaucoup d'argent, je gagne assez peu d'argent. Cet argent m'est repris pratiquement intégralement par les procès que je subis en permanence par les associations antiracistes juives. Zemmour le sait très bien. J'ai fait remarquer que je suis en permanence persécuté par ces associations antiracistes, alors que Zemmour, jusqu'à présent, n'a subi qu'une condamnation à une peine, je crois, de 1000 € d'amende avec sursis. Donc on voit bien le deux poids, deux mesures entre ce que j'ai le droit de dire et ce qu'il a le droit de dire. Et je fais remarquer que je gagne, à mon avis, 10 à 20 fois moins d'argent que Zemmour avec ses livres et les multiples chroniques auxquelles il a encore droit dans différents journaux et dans différentes radios. Donc le coût du pognon, il ne faut pas me la faire. Je veux dire, j'ai d'extrêmes difficultés financières et économiques, étant sous contrôle fiscal, redressement fiscal permanent et condamnations multiples à des sommes gigantesques. Je rappelle qu'aujourd'hui, mes condamnations à la 17e chambre, qui sont permanentes et récurrentes, pour souvent d'ailleurs des dessins humoristiques qui ne sont pas de moi, sur un site dont je ne suis pas le directeur de la publication, maintenant sont régulièrement, avec toutes les parties civiles, dont Avocats sans frontières de Golnadel, montent à chaque fois à 30 000 €. Je crois que si je fais le total de toutes les condamnations que j'ai déjà subies, ça dépasse les 250 000 € de condamnation. Donc Zemmour ment quand il dit que je gagne beaucoup d'argent et que cet argent me viendrait d'une clientèle de banlieue ou de l'Iran. Je ne sais plus aujourd'hui ce qui est de la conviction de l'intérêt. Lui non plus. Alors là aussi, le petit jeu de Zemmour et de Golnadel qui sont complices. Donc on voit bien que d'abord Zemmour est un sioniste caché, mais un vrai sioniste. Golnadel est un sioniste de l'extrême droite israélienne militant. Ces gens-là essaient toujours de faire passer l'antisémitisme comme une espèce de maladie. Bon, là, ils ont eu Polony pour les aider. Je rappelle que je suis non pas antisémite, car l'antisémitisme est une phrase inventée par les juifs pour qu'on ne comprenne rien à ce que ça cache, c'est-à-dire la judéophobie. Je suis quelqu'un qui a peur du judaïsme et du judaïsme politique. Je rappelle que le judaïsme, comme l'islam, est une religion politique, puisque ça prétend, c'est une religion raciale et suprémaciste, puisque c'est la religion qui dit qu'il y a un peuple élu qui sont les Juifs, et que la terre leur est promise, et que leur destin manifeste, voulu par Dieu, qui est leur Dieu d'ailleurs, avant tout, avant d'être celui des autres, que leur destin manifeste est la domination du monde. Voilà, donc c'est clair et net. Et donc pour cette raison, comme beaucoup de gens, à travers l'histoire, tous les grands esprits, je suis judéophobe, c'est-à-dire que j'ai peur de la violence et de la méchanceté et de la malfaisance du judaïsme politique. Golnadel est un serviteur du judaïsme politique de premier degré, en étant sioniste avéré. Zemmour est un serviteur du judaïsme politique plus subtil. Voilà. Et leur travail, effectivement, c'est de toujours, par une espèce de travail pavlovien, de menace et d'automatisme, de faire passer un antisémite, donc un anti-judaïque, voire un judéophobe, pour être plus précis, pour un fou, un débile et quelqu'un habité par la haine. En réalité, je suis quelqu'un qui lutte contre la haine juive fondamentale, comme Gilad Atzmon, comme d'ailleurs d'autres juifs de par l'histoire. Et je pense que ces gens-là ont parfaitement le niveau d'intelligence, notamment Zemmour, qui est tout sauf idiot, pour comprendre en fait que je suis dans le camp du bien et lui dans le camp du mal. Et je le redis, le problème n'est pas l'antisémitisme, le problème est la domination juive sur la France, premièrement, à travers le CRIF, ce qui est une évidence, et deuxièmement, le travail destructeur du judaïsme politique sur le monde, qui est en train de nous amener, à travers la politique d'Israël d'un côté et à travers le capitalisme financier de Wall Street de l'autre, à la Troisième Guerre mondiale. Je refuse l'ostracisme en le subissant moi-même, je le refuse pour les autres. C'est quand même l'expression, on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Mais j'ai une longue cuillère. Elle est très longue, votre cuillère. Très longue. De toute manière, Éric Zemmour ne croit pas au diable. Oui. Donc là, on peut quand même conclure que Zemmour est le plus élégant et le plus intelligent des protagonistes, puisqu'il dit « je ne veux pas jeter on ne dit pas jeter, mais je ne veux pas valider l'ostracisme dont Alain Soral est victime, car je suis victime moi-même d'ostracisme. L'ostracisme dont je suis victime n'a rien à voir avec celui de Zemmour, qui trône en permanence dans les médias, à la télé, sous cet un ostracisme de façade. Et quand il dit qu'il ne cautionne pas mon ostracisme, il pourrait le démontrer en m'invitant à l'émission, car je rappelle qu'il a une émission avec Nolo. Or, il ne le fait jamais. Et quand Nolo a accepté de débattre avec moi par naïveté, ça a donné le livre Dialogue désaccordé, qui, je rappelle, a été condamné à la demande de Pierre Berger par décision de justice et qui m'a valu, encore une fois, une condamnation à 17 000 €. Je remarque que Zemmour ne va pas jusqu'à
mettre ses actes en concordance avec sa parole, jusqu'à un moment donné m'inviter ou accepter un débat public avec moi. Il le refuse totalement. La seule chose qu'il accepte intelligemment, c'est quand on s'envoie des mails, c'est d'y répondre, mais en bottant toujours en touche sur les sujets sérieux que j'aborde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Zemmour est le plus intelligent et le plus élégant par rapport à moi, mais la raison est plus, je dirais, l'intelligence. Hein. Il est malin, comme le sont d'ailleurs les gens de sa communauté. Je rappelle que malin a à voir avec diabolique. Moi, je ne suis pas malin, je suis intelligent. Mon but, c'est la vérité, et je pense que la vérité ne doit pas s'embarrasser de, comment dirais-je, de trop de stratégie. Je rappelle que Zemmour ne peut pas vraiment me cracher à la gueule, car en vérité, il drague le même public que moi, qui est le public des patriotes. Or, il aura beau faire le patriote et le super patriote en disant qu'il s'appelle Eric, hein, ce qui d'ailleurs peut cacher effectivement que chez lui, il a 2 frigos, qu'il est marié dans sa communauté et qu'il respecte tous les interdits de la loi juive. Hein. Ça nous rappelle cette phrase citoyen dans la rue, juif à la maison. Il est de ce point de vue-là, typiquement, c'est ce qu'on appelle ces juifs assimilés qui ont d'ailleurs été tous, on voit bien ce qu'ils appellent l'assimilation. Hein. Donc Eric est très intelligent puisqu'il sait qu'il ne peut pas me cracher la gueule parce qu'il courtise mon public, qui est le public des patriotes français. Mais de ce point de vue-là, je serai toujours beaucoup plus légitime que lui, car moi je suis un Français de souche catholique, ce qu'il n'est pas. Et c'est souvent la question que je lui ai posée. D'ailleurs, je lui ai dit, si tu veux prouver jusqu'au bout que tu es un bon Français et un vrai Français, convertis-toi au catholicisme, puisque la religion française, c'est le catholicisme. Ce n'est ni l'islam, c'est vrai, ni le judaïsme. Zemmour, t'as beau avoir la très grande cuillère des médias pour essayer de me passer au-dessus de la tête, puisque moi je suis totalement interdit de médias, je ne subis que les crachats, et on ne m'invite jamais à me défendre. Je dis voilà, les vrais patriotes français intelligents et cultivés savent très bien faire la part des choses, et savent très bien que dans ce combat patriote que certains mènent aujourd'hui, il y a ceux qui le mènent authentiquement comme moi, et qui d'ailleurs dans ce cadre-là veulent lutter contre la guerre civile et ne sont pas systématiquement en train de fustiger ce que j'appelle les Français d'origine maghrébine et de confession musulmane. Hein. Et je fais remarquer que de ce point de vue-là, Zemmour travaille à la guerre civile, et au climat de guerre civile, et que quelqu'un qui travaille à la guerre civile n'est jamais un bon patriote et qu'il travaille toujours pour un tiers. Et ce tiers, effectivement, c'est assez facile de deviner qui c'est. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci pour cet éclairage.